Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue dans Tribune présidentielle. Au menu ce soir, la crise post-électorale prend de nouvelles tournures dans plusieurs régions du pays. Le littoral, l'ouest, le nord et l'est sont frappés par des revendications allant jusqu'au pillage. Après les nombreuses marches pacifiques organisées des jours après le scrutin présidentiel, des villes et des localités sont secouées par des incidents de toute nature, agressions, actes de vandalisme, incendies, pillages, entre autres, qui animent depuis dimanche 26 octobre le quotidien de plusieurs Camerounais. Face à ces troubles, les unités de police et de gendarmerie résolues à faire régner l'ordre et la sécurité se mobilisent pour mettre fin à ces désordres, bien qu'elles-mêmes soient prises pour cible. Conséquence, des morts qui se comptent par dizaines, des blessés, des activités perturbées, des pertes économiques, des cours interrompus et des habitants plongés dans la peur et le désespoir. Ce qui s'apparentait à des manifestations en rapport avec le scrutin semble prendre des proportions inquiétantes. Question: à quelle fin? Nous tenterons de comprendre pourquoi en seconde partie d'émission. Pour l'heure, place au journal. Bienvenue une fois de plus. Les tensions et violences persistent sur l'ensemble du territoire national à la suite de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre. Les incidents ont été enregistrés à Douala 2e, précisément au quartier Bois des Singes, où un adolescent aurait été blessé par balle. Au lieu d'y entrer Bir, à Ndokpassi, malgré la forte pluie, des manifestations ont dégénéré. Des individus ont érigé un panneau géant proclamant Chiroma, 3e président du Cameroun, et ce, sous le regard des forces de l'ordre déployées sur place. À Douala 5e, des troubles à l'ordre public et des actes de vandalisme causant des dégâts matériels ont été enregistrés de ce côté. Et dans le 3e arrondissement, les installations de l'entreprise McGill, située au quartier Japoma, ont été entièrement incendiées. Des incidents et bien d'autres signalés dans plusieurs quartiers et résidences d'élus locaux qui ont été également la cible d'attaques. On fait le point avec Fondre des Marquez. Ici au stade de Japoma, tout puis on fait fort ici hier. Casualties and street protests continued to be recorded in parts of Cameroon following the proclamation of the 2025 presidential election results. In Garouane at the Bois des Singes neighborhood in the Douala 2 subdivision, a teenager was shot. C'est chaud à Bois des Singes. Il y a une personne qui est au sol. Et voilà, les militaires sont partout. Policiers, militaires, gendarmes sont partout. Despite heavy downpours this Tuesday, pockets of violence were reported in areas such as Village and Trebi, where protesters erected a giant board reading Chiroma Cameroon's third president in the presence of defense and security forces. Crowd disturbances and property breakages also occurred in several neighborhoods in the Douala 5 subdivision yesterday. Paul Biya, quand tu vois ça, est-ce que tu es content? Quand tu vois ça, Paul Biya, est-ce que tu es content? Tu veux diriger les gens qui ne t'aiment pas, pourquoi? Hein? Tu veux diriger les gens qui ne t'aiment pas, pourquoi? Pourquoi tu insistes? In the Douala 3 subdivision, the McGill office, the company responsible for constructing the road leading to the east entrance to Douala, located in Japoma, was completely burned by protesters during a rampage. Ici au stade de Japoma, tout puis on fait fort ici hier. Ils ont tout brûlé, brûlé les engins, brûlé les camions, brûlé les véhicules. Courthouses were also vandalized and set on fire, the most recent being the Palais de Justice in Maroua. Bureau de Madame Ouamanda, complètement construit. Pas de plafond. Rendez bien, madame. Est-ce que le gardien a les clés d'ici là?
Mayors in several municipalities have narrowly escaped attacks as protests continue to target them. Denise Fampo, the mayor of Douala 2, had her residents attack. Her colleagues in Garoua 2 and Marwa suffered similar attacks with arson carried out on their private residences. Et toujours à Douala, la capitale économique est devenue l'épicentre des troubles enregistrés suite aux tensions post-électorales. Certains commerçants dont les biens ont été volés se déplacent désormais de quartier en quartier à la recherche de leurs affaires. Des manifestants impliqués dans les pillages et les vols ont été appréhendés par les forces de l'ordre, tandis que d'autres continuent de nier tout acte répréhensible. La situation reste alarmante, même des poissonneries et des magasins de stockage de riz ont été envahis par la foule. Fondre les Marquaises analyse la situation au 3e jour de violence post-électorale. As some towns and cities in Cameroon are buried under the post-electoral violence, major business structures in Douala have now become the main target of rioters. These individuals have taken advantage of the situation to ransack and loot fuel stations, fish stalls commonly known as poissonneries, banks, supermarkets and rice shops. In the Douala 3 subdivision, where such acts are most rampant, some demonstrators were filmed holding fish in their hands, while others, like this man, were caught in the act by the forces of law and order. On a pris une fois mangue dans la poche. On confirmé, papa. Il est malé. Il est malchanceux. The situation remains worrisome, with some looters even invading the warehouse of these fish shops. Couchez-vous! Couchez-vous! Couchez! Caught in the act, the suspects have denied any wrongdoing, claiming innocence. Tu as pris combien? Tu as pris combien? Tu as combien de riz là-bas? Je passais moi seulement. Oh, regarde ici. Allez la main là, sinon Je passais seulement. Je n'étais pas voilà. on t'a arrêté à l'intérieur. Financial institutions have also been attacked and vandalized by agitators. Ils sont entrés dedans, porter les ordinateurs. C'est la faute de casser. Alors les distributeurs qui sont cassés. Days after these lootings, some courageous business owners took it upon themselves to investigate and trace their stolen goods in various households. Paint factories and livestock farms were also affected in the widespread looting, an unrest that shows no sign of ending soon as post-electoral tensions persist. Et au lendemain de la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre qui a reconduit Paul Biya à la tête de l'État, Yaoundé amorce un retour progressif à la normale. Après une journée marquée par la fermeture de nombreux commerces et une circulation quasi figée, la capitale retrouve peu à peu son activité. Boutiques, tourne d'eau et taxis ont repris du service, mais la prudence demeure palpable dans les rues où se mêle appel au calme, interrogation et attente face aux prochaines orientations du nouveau mandat de Paul Biya. Le point avec Sébastien Oyébé et Julien Bapongué. 24 heures après l'annonce officielle des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre, la capitale politique Yaoundé retrouve progressivement son rythme. Hier encore, la ville affichait les traits d'une cité figée. Boutiques fermées, circulation réduite, silence inhabituel. Ce matin, l'activité reprend par touche. Sur les axes principaux, les taxis circulent de manière plus régulière. Même si le trafic reste moins dense qu'à l'ordinaire, la ville semble respirer, mais une forme de prudence demeure perceptible dans les regards et les conversations. Dans ce contexte, plusieurs jeunes rencontrés dans les haltères du centre-ville appellent à la retenue et au respect du verdict rendu par le Conseil constitutionnel. Une élection s'est passée, ceux qui n'ont pas gagné, c'est comme un match de football. Ils doivent adhérer et puis maintenant reprendre la vie normalement. Avec cela, on a toujours vu dans d'autres pays où après une élection, nous sommes tous des Camerounais, on revient sur la même table. L'un d'eux résume l'état d'esprit d'une partie de la jeunesse
post-80 qui se considère comme une génération en attente de reconnaissance. Nous attendons que le président reconnaisse que cette jeunesse que nous sommes le fer de lance. Pour cette raison, il doit responsabiliser autant pour moi la jeunesse pour l'amélioration des conditions de vie ainsi que la qualité des services publics. Voilà ce que la jeunesse attend de ce mandat. Dans le même élan, l'appel au calme revient comme un leitmotiv. À ceux qui s'agitent de part et d'autre, nous lançons un appel de calme, de stabilité pour la paix, parce que nous sommes un pays démocratique. Donc j'appelle ici à les concitoyens de respecter ce qui a été dit par le Conseil constitutionnel ainsi que les hommes qui incarnent cette institution pour la crédibilité de notre pays. Alors que Yaoundé se remet en mouvement, la sécurité reste visible. Les institutions, elles, poursuivent leur travail. Les regards sont désormais tournés vers les prochains discours et décisions du chef de l'État, notamment en ce qui concerne la place qui sera accordée à la jeunesse dans ce nouveau cycle politique. Après le centre, dans la région de l'Ouest, cette fois 24 heures après la publication officielle des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, Bouda demeure une ville fantôme après les mouvements de contestation enregistrés hier, lundi, liés aux résultats officiels proclamés par le Conseil constitutionnel. Les entrées et sorties du département des Bamboutos sont restées barricadées par des manifestants qui ont mis nuitamment du feu dans certains espaces marchands. Le reportage de Franck Duroc-Tassank à Bafoussam. De la fumée dans les marchés, plusieurs espaces marchands de la ville de Bouda, dans le département des Bamboutos, ont été réduits en cendres à la suite des manifestations post-électorales déclenchées dans cette partie du pays après la publication officielle des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Des boutiques, des comptoirs réduits par les flammes. Ce mardi matin, quelques courageux sortis sillonner les artères de la ville ont pu constater les dégâts. « 48 heures après le début des manifestations, Bouda est devenue une ville fantôme. Certains espaces marchands qui ont échappé à la fureur des flammes sont restés fermés et les voies d'entrée et de sortie de la ville sont bloquées par des manifestants qui contestent ouvertement les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Les routes qui relient Bafoussam à Bouda et Bouda à Babadjou sont complètement barricadées, paralysant ainsi la circulation et les activités économiques. Et suite à ces incidents enregistrés dans plusieurs villes du pays, le ministre de l'administration territoriale met en garde contre toute tentative de trouble à l'ordre public. Paula Tangandji rappelle que selon le gouvernement, le scrutin s'est déroulé dans le calme et dénonce l'autoproclamation de Issa Chiroma Bakari ainsi que les appels à la contestation sur les réseaux sociaux. Des enquêtes sont ouvertes sur les violences enregistrées dans certaines localités. Le membre du gouvernement prévient que les auteurs et les relais de messages de haine répondront de leurs actes devant la justice. Il appelle enfin à la retenue et à la préservation de la paix sociale. Paula Tangandji s'exprimait devant la presse ce mardi à Yaoundé. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Sébastien Oyébé. Je mets également en garde les médias de la haine qui participent à ce projet insurrectionnel. Ils devront tous répondre de leurs agissements devant la justice. L'État veillera à ce que l'ordre règne et que la paix soit préservée sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais à nouveau mettre en garde toutes celles et tous ceux, peu importe l'endroit où ils se trouvent, qui à travers les messages séditieux et irresponsables, audio et vidéo, ont cautionné et cautionnent cette imposture du candidat Issa Chiroma, mauvais perdant, qui débite de grossiers mensonges, faisant croire qu'il aurait gagné le scrutin présidentiel sur la base des faux procès-verbaux fabriqués dans des officines du quartier. Il est désormais clair, plus que jamais clair aujourd'hui, que les vrais procès-verbaux issus des bureaux de vote
ont prouvé le contraire. Les services spécialisés rassemblent actuellement tous les messages et vidéos mensongers ainsi que les diverses manipulations véhiculées dans les réseaux sociaux contre l'ordre établi, afin que leurs auteurs soient traduits le moment venu devant les instances judiciaires compétentes, au même titre que le candidat Issa Chiroma et ses affidés, responsables d'un plan insurrectionnel. Et pendant ce temps, l'Union européenne s'inquiète de la gestion des manifestations post-électorales. L'institution a exprimé ce 28 octobre sa profonde inquiétude quant à la gestion des manifestations par le gouvernement. Dans une déclaration de son porte-parole, l'Union européenne a condamné ce qu'elle qualifie de répression violente envers les manifestants contestant les résultats de l'élection présidentielle. L'UE exhorte les autorités à respecter les principes démocratiques et les obligations en matière de droits de l'homme qui découlent de l'accord de Samoa. Le point avec Fon-René Marquez. The European Union has voiced deep concern over the aftermath of Cameroon's presidential election, condemning the surge of violence and urging dialogue amid escalating tensions. In a statement released on Monday, October 27, 2025, the EU acknowledged the Constitutional Council's official proclamation of results but expressed alarm over reports of violent repression during demonstrations held in several cities over the weekend. Clashes of October 26th and 27th reportedly left several civilians dead after security forces opened fire on protesters contesting the outcome of the vote. The EU emphasized that its long-standing partnership with Cameroon is founded on the Samoa Agreement, which upholds the principles of democracy, good governance, and respect for human rights. In this context, the statement read, "The European Union underlines the shared commitment to respecting the freedoms of association, assembly, and expression rights also enshrined in the Constitution of Cameroon." Brussels urged Cameroonian authorities to ensure accountability and transparency in investigating allegations of excessive force and human rights violations. It further called for the immediate release of all individuals arbitrarily detained since the presidential elections. As tensions remain high, the EU appealed for calm and restraint from all parties involved. The European Union urges all sides to exercise restraint and refrain from any action that could further exacerbate tensions. De leur côté, de nombreuses familles camerounaises sont gagnées par l'inquiétude depuis lundi 27 octobre, jour de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Beaucoup redoutent d'éventuelles violences ou mouvements de contestation. Ils ont d'ailleurs préféré garder leurs enfants à la maison, craignant pour leur sécurité face aux rumeurs de manifestations. À Douala, où se sont rendus nos reporters Loïc Tegia et Julien Latada, dans plusieurs établissements, enseignants et élèves sont absents, signe d'une tension palpable. Reportage. Ce mardi, au lycée bilingue de Deido, les salles de classe sont étrangement silencieuses. Les bancs sont vides, les tableaux noirs figés. Dans l'une des salles de classe, la dernière trace d'activité remonte au 24 octobre, un cours d'espagnol. À quelques kilomètres de là, au lycée de Bépanda, le constat est le même, des classes désertes et des enseignants absents. Est-ce qu'il n'y a pas encore l'école? Le cours n'a pas encore commencé. Les élèves viennent rentrer seulement parce qu'il n'y a pas. Donc l'école n'a pas encore repris. Dans la cour du lycée, quelques élèves résidant dans les environs profitent de l'absence des cours pour s'adonner au jeu. Non, l'école n'a pas encore repris ici. Là. Pourquoi? On a dit que ça commence le 9 novembre. Parce que les pauvres, bon, ils disent qu'on ne vient pas à l'école parce qu'il n'y a pas de classe. Une situation qui inquiète les encadreurs pédagogiques, car ces absences répétées perturbent le calendrier scolaire à quelques semaines des examens de séquence. En attendant un retour au calme, le silence continue de régner dans les écoles de la capitale économique.
Qui a demandé de fermer les commerces et écoles? Pas de réponse après une folle journée de course dans le département du Mungo, de Mbanga à Kansamba. Plusieurs villes ont vu leurs activités tourner au ralenti et pour cause, la rumeur sur la présence d'hommes armés qui cassent tout sur leur passage. La vague s'est répandue à toute vitesse sur les commerces et les écoles fermées avant l'heure. Les parents en panique se bousculaient à récupérer leurs enfants. La police, elle, s'est déployée comme pour rassurer les populations. Les détails dans ce reportage. Véritablement donner le mot d'ordre dans la ville de Kansamba. Depuis quelques minutes maintenant, l'on observe une fermeture tout à fait extraordinaire et incompréhensible des commerçants. Chacun ferme boutique. Interrogés, beaucoup d'entre eux et nombreux d'entre eux nous laissent entendre qu'ils auraient entendu parler d'une rumeur qui fait état notamment de la présence de quelques personnes avec des armes à feu qui leur auraient intimé des ordres de fermer leur boutique. Évidemment, si c'est une rumeur, elle s'est propagée à très grande vitesse dans la ville, étant donné que au-delà du centre-ville qui s'est vidé en une vitesse d'éclair, on a également vu que les écoles se sont vidées comme on ne l'a pas vu par le passé. Ils ont commencé à taper le portail, la manière dont on rentre avec les gendarmes, ils ont commencé à envoyer les gens, ce qui a fait que la panique, tout le monde commence à le proviseur a commencé à prendre les gens pour en sorte parce que on a rien. Vous comprenez, depuis ces contestations post-électorales, la ville de Kansamba est véritablement calme. Mais que s'est-il donc passé aujourd'hui? Jusqu'alors, personne ne peut le dire avec exactitude aujourd'hui. Donc les écoles se sont vidées. Peu à peu donc on voit les hommes en tenue qui ont pris d'assaut les différents lieux, notamment des écoles, les entrées d'écoles qui sont sous surveillance policière. Pour l'instant, on ne peut dire avec exactitude ce qu'il en est. On reste et on observe. Ici sur place, au centre-ville de Kansamba, David Raoul Elon pour Balafon Télévision. Pourquoi les manifestations publiques pour des causes nobles se transforment vite en un spectacle de pillage et de vandalisme? C'est le constat qui est fait à chaque mouvement de revendication en raison des violations de leurs droits et autres abus des autorités. À l'observation, de nombreux acteurs à la moralité douteuse infiltrent les rangs des marcheurs pour des causes qui n'ont rien à voir avec les revendications sociales pourtant bien fondées. La misère, la pauvreté, le chômage ne sont-ils pas aussi à questionner face à la sourde oreille des gouvernants, à ignorer des tonnes de frustration emmagasinées, devenues au final le carburant d'une révolte muette qui finit par aller dans tous les sens à la moindre étincelle? La lecture de Jean-Paul Chuniat. Excepté les présidentielles de 1997, 2004 et 2011, le Cameroun plonge à nouveau dans une crise post-électorale à la suite des expériences fâcheuses de 1992. Revendication d'une victoire volée. Les perdants de ces trois scrutins, Feu Chairman ni John Frundi du Social Democratic Front en son temps, Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun en 2018 et 7 ans après Issa Chiroma Bakari du Front du Salut National pour le Cameroun ont accusé Paul Biya et son régime de hold-up électoral. Issa Chiroma Bakari n'a pas attendu le verdict final du magistrat Clément Atangana pour se proclamer vainqueur du scrutin du 12 octobre dernier. Ainsi, en attendant le jour des résultats, les partisans de Issa Chiroma Bakari étaient déjà dans la rue pour annoncer qu'ils défendront jusqu'au bout la victoire du peuple exprimée dans les urnes, avec évidemment comme conséquence des morts d'hommes et actes de vandalisme enregistrés à travers le pays. Et au coup de sifflet final du processus électoral, donnant Paul Biya vainqueur du scrutin à 53%. Manifestations ont de nouveau enflammé des villes dans plus de la moitié des régions du pays, engendrant leur lot de morts et dégâts matériels inestimables. Et pourquoi en tout temps et en tout lieu les manifestations populaires doivent-elles vite tourner au pillage des commerces et incendie des édifices publics, comme ça a été le cas ces dernières 48 heures, quand ailleurs, les manifestations publiques se résument essentiellement aux marches pacifiques, avec banderoles et pancartes en main, pour dénoncer la violation des droits des citoyens, la malgouvernance ou des injustices sociales, entre autres. Mais au Cameroun, à la moindre occasion, des stations-service, banques,
supermarchés sont pillés. Si ce manque d'élégance civique est à condamner avec sévérité pour tous ces actes répréhensibles par la loi, il faut également déplorer la sourde oreille des dirigeants face à l'accumulation au fil des années, des frustrations nées des injustices sociales. Une gestion opaque des dirigeants qui affame un peuple, tout impuissant devant une poignée de citoyens privilégiés, qui roulent carrosse en toute arrogance et condescendance, narguent la misère des milliers de leurs compatriotes. Tout compte fait, qu'est-ce qui peut donc expliquer qu'une revendication électorale à tort ou à raison vire rapidement au débordement, débouchant sur la destruction et le pillage des biens? Où est finalement passée la cause et le sens même de ces revendications? Peut-on obtenir ce que l'on dénonce ou exige en brûlant ou en cassant? Merci Jean-Paul Chouniat. Bienvenue dans la deuxième partie de Tribune présidentielle. Merci à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Nous sommes en direct sur Balafon Télévision et sur Radio Balafon, sur Balafon Télévision officielle, la page Facebook. Vous pouvez également nous suivre à travers le 515 et le 922 du bouquet Canal+, le 747 du bouquet Start Time. Roland Tapi, éditorialiste chez Balafon Média, est avec nous ce soir. Bonsoir Roland. Bonsoir Claude. Bonsoir également Alex Gustave Azébazé, senior journaliste, défenseur des droits humains. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Bonsoir Claude et bonsoir Roland. J'espère que ça va bien se passer et que je ne vais pas vivre le calvaire que j'ai vécu hier quand je revenais de nouveaux confrères. On va croiser les doigts. Nous avons en ligne Aimé Sadou, membre de la société civile. Bonsoir Aimé. Bonsoir madame, bonsoir aux autres panélistes. On parle ce soir de ces manifestations enregistrées depuis le scrutin du 12 octobre, des manifestations qui ont entraîné des violences enregistrées à partir de samedi soir, un peu plus tôt dans la journée de dimanche 26 octobre. Aimé Sadou, de votre point de vue, pourquoi et comment des manifestations qui avaient été présentées comme étant des marches pacifiques ont conduit progressivement à des violences? Bon, nous devons déjà comprendre qu'il y a une espèce de ras-le-bol de la population camerounaise en ce moment. Nous devons comprendre que l'État du Cameroun, dans son orgueil agricole, n'a pas anticipé. Nous devons aussi comprendre que les Camerounais ont le cœur meurtri et qu'en réalité, à l'intérieur des marcheurs, pour être des marcheurs pacifiques, il y a souvent des infiltrations. Les infiltrations sont parfois le fait de l'État même. Pour discréditer les marches, ou alors les organisateurs des marches, ou alors d'infantiliser le peuple, ou alors les marcheurs à l'intérieur sont tous des casseurs professionnels qui ont un but inavoué. Et quel que soit le cas, à la fin, ça finit toujours par discréditer les marches pacifiques en question. Les Camerounais sont de plus en plus matures, et non pas des véritables intérêts à casser. Il faudrait que la voix soit entendue, les voix soient entendues, parce que parmi les marcheurs, nous avons beaucoup d'universitaires, nous avons beaucoup de diplômés au chômage. Souvent au chômage lié à des décisions politiques de très mauvais endroit et des décisions politiques sans guidée. Parfois, les jeunes sont diplômés, n'ont pas l'opportunité de rentrer dans le circuit du marché de l'emploi, parce qu'il faut être le copain de la nièce de la tante de l'autre qui. Donc du coup, je trouve le marche pacifique légitime et légal d'ailleurs dans la Constitution, mais nous élevons contre le pass parce que parfois c'est des maisons personnelles qui sont visées, parfois c'est des édifices publics, parfois c'est des commerces, des choses comme ça. Quand vous regardez même souvent les vols qui sont perpétrés, vous vous rendez compte que des vols liés à la pauvreté, c'est-à-dire des bouteilles de gaz, des magasins, des poissonneries, des choses comme ça, ou des bêtes. On voit des gens marcher dans la rue avec des bêtes sur la tête et tout ça. C'est un peu dommage, mais l'État du Cameroun devrait prendre ses responsabilités définitivement.
Donc, de votre point de vue, Aimé Sadou, ce à quoi on assiste depuis dimanche, ce n'est que l'expression de frustration enfouie depuis plusieurs mois ou plusieurs années? En réalité, les Camerounais ont été assez résilients depuis très longtemps. La Constitution a été retouchée en 1996, il n'a jamais été mise en application, par exemple sur la déclaration de droits. Les Camerounais sont frustrés parce que c'est le même qu'on prend avec le même point de commande. C'est les mêmes noms de famille qui s'enrichissent. C'est les mêmes personnes qui bâtissent des immeubles, mais pourtant qui sont des fonctionnaires. Le Cameroun a cette particularité que les fonctionnaires sont souvent plus riches que les hommes d'affaires. Et non seulement ces personnes sont riches de manière illégale, d'ailleurs le président de la République les a nommés de bandits à pelle blanche. Je ne pense pas que ça me concerne, ça concerne par exemple mon cher ami de basé sur le plateau. Ça concerne des personnes qui gèrent la fortune publique. Si vous êtes une personne intelligente, vous avez un diplôme, vous vous retrouvez avec vos camarades de classe qui étaient visiblement le plus nul, et à un concours, vous passez, ou alors vous êtes raté un concours, au résultat finaux, votre nom n'apparaît pas, et vous faites 3, 4 fois un concours, il y a des gens qui sont après vous, qui étaient visiblement pas plus intelligents que vous, mais qui passent quand même le concours en question, c'est un danger. Et l'autre danger, moi, dans ma tête, je me dis, il y a un certain narratif qui fait faire aux Camerounais que c'est seul par la fonction publique qu'on peut s'enrichir, qu'on peut s'en sortir. Parce que les référents aujourd'hui, c'est les fonctionnaires. Mais dans un pays normal, les référents, c'est les créateurs d'emplois, c'est les hommes d'affaires, des génies de nouvelles technologies, des choses comme ça. Donc, nous avons au Cameroun des jeunes capables, et à tous les niveaux, d'élever l'économie du Cameroun et d'amener les Camerounais à un certain bien-être. Quand je parle de bien-être ici, je pense que les Camerounais veulent un certain bien-être basique. Ça, on l'a compris, Aimé Sadou, mais pourquoi faire recours à la violence pour exprimer son opinion ou ses frustrations? On a quand même des Camerounais qui se sont attaqués à d'autres. Lors de ces manifestations-là, les vidéos sont en circulation sur les réseaux sociaux, au-delà des pillages qui ont été enregistrés dans certaines localités. Je vous ai expliqué au début de mon propos qu'il pourrait y avoir des infiltrations. Je le dis parce que j'ai grandi dans un milieu de la sécurité et un peu un milieu de la manipulation, le service secret. Donc parfois, vous avez des personnes qui sont engagées, qui sont formées pour créer des situations de chaos dans l'intention de discuter. Bon, maintenant, vous avez une autre partie de la population qui n'est pas très formée à la politique, qui n'est pas très formée aux revendications et qui n'est pas très formée aux marches. Et ça, c'est des périls qui peuvent arriver, surtout quand les marches en question ne sont pas contrôlées ni autorisées. Mais nous savons que dans la plupart des marches qui ont lieu au Cameroun et dans beaucoup de pays d'Afrique, les marcheurs sont infiltrés par des casseurs et par des personnes violentes avec un but précis, discrédité. Maintenant, il y a eu des violences contre des personnes, ça peut être des rancunes personnelles que nous déplorons, ça peut être des personnes formées à cela, nous déplorons aussi. Mais comment peut-on arrêter un peuple en colère? Un peuple en colère qui parfois pourrait ne pas être éduqué. Vous savez que la réponse à la violence, c'est parfois la violence. Et le peuple camerounais subit une très grosse violence depuis des années. C'est la violence psychologique. Elle est même plus dangereuse que la violence morale. Donc les Camerounais répondent à la violence psychologique par la violence physique. C'est ce que vous êtes en train de dire? Enfin, ceux des Camerounais qui sont venus pour les marches pacifiques et qui se sont retrouvés à faire de la violence. Je dis parfois c'est des rencontres et parfois c'est la réponse. Si on passe des Camerounais, par exemple les forces de l'ordre ont eu des réactions violentes, les Camerounais vont réagir violemment. Vous avez bien remarqué que dans certains affaires de Douala, les forces de l'ordre accompagnaient principalement les marcheurs. Ça veut dire que les Camerounais sont assez responsables. Et les forces de l'ordre, de plus en plus, depuis quelques années, tiennent un discours républicain. Principalement l'armée. L'armée n'a rien à faire dans les rues de Douala, Yaoundé et Dakar. Je pense que les forces de gendarmerie et la police sont formées et ont des unités spéciales
pour gérer des crises urbaines. Maintenant, dans quelle étape psychologique les Camerounais qui sont descendus dans la rue sont descendus dans la rue? Il y en a certains qui descendent parce qu'ils ont des coups, ils ont la haine dans le cœur. Il y en a qui se retrouvent face à peut-être la violence d'un ou deux policiers, gendarmes ou militaires, et puis ça va dans tous les sens. Il y en a qui peuvent se retrouver en face du camp d'en face, et puis il y a une provocation physique. On ne voit que la vidéo, mais on ne sait souvent pas de quoi sont partis les violences physiques aux citoyens. Ça peut être un camp qui se bat contre un autre camp. Mais en ce moment, Aimé Sadou, le vœu de plusieurs Camerounais, c'est qu'il y ait la paix dans notre pays, le Cameroun. Comment arriver à faire baisser la tension en ce moment pour qu'il n'y ait plus ces mouvements de contestation enregistrés dans les rues? En réalité, il faut déjà définir le contenu qu'on met dans la paix. Si c'est une paix factice, si c'est juste la paix pour faire la paix, bref, on prendra les casses, les morts, vraiment. Il faudrait bien que quelqu'un un jour soit responsable de ces morts-là. J'ai proposé, tout à fait par hasard, avant la proclamation des résultats, que les résultats soient décalés. Et je n'ai pas été entendu. Je veux dire, je ne comptais pas sur un miracle. Je ne suis pas prophète. Donc, je ne comptais pas sur un miracle. C'était une proposition parmi tant d'autres. Que les Camerounais s'asseyent, que les Camerounais s'entendent, que les Camerounais se comprennent. Ça veut dire le système qui est mis en place depuis les années 50, 60, 70, qu'on débatte dessus. Le temps n'est pas important. Ça veut dire qu'une élection, c'est les humains qui l'organisent. Le temps n'est pas important. Les gouvernants auraient dû écouter le peuple depuis un moment. Parce que la bagarre qui est menée aujourd'hui, je veux dire, elle va au-delà du président Bila, elle va au-delà de M. Ita déclaré président. La bagarre, c'est la bagarre contre un système d'abord. C'est le système qui est mis en place depuis les années 60 qui a conduit les Camerounais à cette déchéance. Parce que tous ceux qui sont passés par l'ENAM ont été éduqués selon des principes de la colonie. La préfectorale de la colonie. C'est l'héritage de la France. Donc, du coup, les préfets que vous voyez là, à l'ENAM, on leur dit, vous êtes les patrons de ces gens et vous avez droit et vie de mort sur ces gens. On le leur dit à l'ENAM. Comment est-ce qu'un préfet ou un sous-préfet ou un gendarme, un militaire va réagir face à une population qui ne le considère pas réellement comme étant un individu normal? Il y a des choses qu'on ne dit pas réellement, mais on a des préfets, des amis sous-préfets qui nous disent, on nous enseigne ci, on nous enseigne ça. Dans la préfectorale, dans le commandement, voilà comment on doit réagir face aux populations. Si les dirigeants nous écoutaient le peuple qui est descendu dans la rue, on n'en serait pas à cela. On n'en serait pas complètement à cela. Tout le monde veut la paix, mais la paix signifie quoi? Comment peut-il avoir la paix dans un pays, madame, sans qu'il y ait une justice sociale, la plus basique? Comment peut-il avoir la paix dans un pays sans l'économie gérée par 2-3 personnes, par 2-3 familles? Comment peut-il avoir la paix sociale dans un pays quand les finances sont tenues par 2-3 personnes? Comment peut-il avoir la paix dans un pays quand on marque les populations? On préfère organiser des compétitions de football à la place d'installer des écoles, des hôpitaux, des routes et tout. Comment peut-il avoir la paix dans un pays? C'est pour ça que je demande, qu'est-ce qu'on met dans paix? Tant que dans paix, il n'y a pas de justice sociale réelle. Tant que dans paix, il n'y a pas d'équité réelle. Je pense qu'on perd notre temps. Et que tous les discours que nous tenons ne serviront à rien du tout. Tant que les gouvernants ne vont pas comprendre qu'il faille changer leur ligne de mire, qu'il faille changer leur mindset, je pense que le Cameroun, à tous les coups, sera toujours dans la tourmente. Et nous nous posons la question de savoir si un jour une vraie alternance pourrait avoir lieu à travers les lieux. Ainsi, vous proposez dans un premier temps comme solution le dialogue pour mettre fin à ces manifestations, pour mettre fin à la violence. Le Cameroun est touché par une crise, celle enregistrée dans le nord-ouest et le sud-ouest, la crise anglophone, pour laquelle un dialogue national a d'ailleurs été organisé. Vous pensez qu'en ce moment,
il y aurait des points de similitude entre ce que traversent beaucoup de villes et ce qu'on a enregistré par le passé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Tout est parti de l'orgueil des gouvernements, une fois de plus. Ça veut dire dans les sessions de Faucon. Ils n'ont pas voulu écouter. En réalité, le dialogue national qui a eu lieu par rapport à la crise anglophone est une espèce de fourberie sociale, est une espèce de fourberie politique. Ce que nous voulons en profondeur, c'est un vrai dialogue entre les Camerounais sur les vrais sujets qui minent le Cameroun. Il ne s'agit pas d'organiser un dialogue juste pour organiser un dialogue. Il faut que les gens se comprennent et que les gens se disent la vérité. Mais quand vous avez bâti la gestion d'un pays sur le mensonge, il est très difficile que les gens se recentrent et reviennent à la vérité. Le vrai problème du Cameroun, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de mensonges de ce. Nous souhaitons qu'il y ait un véritable dialogue inclusif entre les Camerounais, mais que les vrais sujets soient mis sur la table. Il ne s'agit pas simplement de faire un dialogue pour faire un dialogue. Quel est le pacte social entre les gouvernants et le peuple? Nous avons pris notre souveraineté. Nous avons remis au président de la République, qui est patron d'une association. Cette association gère le Cameroun. Et malheureusement, on se rend compte qu'en 43 ans, l'association aurait ou a échoué. Si l'association donnait le minimum basique aux Camerounais, si l'association en question écoutait au minimum les Camerounais, je ne pense pas qu'on en serait arrivé à cela. Ils se sont dit, en fait, le gouvernement, je vais vous dire la vérité, n'était pas prêt à ce que les Camerounais réagissent comme ils sont en train de réagir. Ils se sont dit, ils vont faire du bruit comme d'habitude, et après ça va passer. Malheureusement, il y a des vies qui partent. Et nous sommes choqués. Nous sommes choqués qu'en Afrique, il faille toujours passer par la violence pour préserver le pouvoir. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire qu'un peuple qui a décidé de faire un référendum? Je ne suis pas magicien pour dire avec fermeté X a gagné, X a perdu. Mais je suis convaincu d'une chose. Le peuple a sanctionné. Et c'était comme une espèce de référendum. Si ces gens n'ont pas compris le message du peuple, là, maintenant, tout de suite, nous allons faire tous les appels de la terre. Je vais me tenir dans la rue, je vais dire arrêtez, je vais faire des vidéos, je vais dire arrêtez, je vais me faire frapper, je vais me faire même, on va me dire ça, je vais déjà corrompu. On est arrivé à ce stade. C'est noté. Merci beaucoup, Aimé Sadou. Je rappelle que vous êtes membre de la société civile. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Très bonne fin de soirée à vous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Bonne soirée. Merci. Alex Gustave Azébazé, Roland Tapi avec Aimé Sadou. On revenait sur ces manifestations, ces revendications observées depuis dimanche, veille de la proclamation des résultats. Entre dimanche et ce mardi, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des édifices publics qui ont été détruits, il y a des personnalités qui ont été attaquées, il y a des commerces, des boutiques, des entreprises qui ont été pillées par les Camerounais. Est-ce qu'on est encore en pleine crise post-électorale de votre point de vue, Alex Gustave, ou alors on est allé au-delà des revendications observées depuis, au lendemain même du scrutin présidentiel? Je ne comprends pas. Vous pensez que une chose est... je ne sais pas, les deux choses ne sont pas liées. C'est une erreur souvent pour nous, comment je vais dire, nous les journalistes, de considérer que l'élection est un moment formaliste où on vient remplir une formalité telle que le gouvernement et ses institutions nous y ont peut-être préparé, nous y ont peut-être travaillé. Pour les citoyens là, qui ne font pas partie du monde des médias auquel nous appartenons, ils ne voient pas le monde comme nous, ils ne voient pas le pays comme nous. Nous essayons d'apaiser, nous essayons d'arrondir les bords, même quand on vient parler ici, vous voyez comment on se bat pour se retenir, parce que ce que nous entendons dans les rues, dans les familles, dans les quartiers, dans les communautés, mais nous demandons si les gouvernants entendent aussi ça.
Or, comme il y a une manière de pression sur les médias, on a tendance à modérer notre propos, notre manière de dire, et on a l'impression que tout va bien dans le pays. Non, ce qui se passe là est un révélateur. C'est un révélateur saisissant de ce que il y a un tel niveau de mal-vivre dans ce pays. On va trouver, on va qualifier les gars qui sont dans la rue là, les gars et les filles et les dames. Moi, j'ai vu des femmes, des mères de famille, aujourd'hui, foncer dans un magasin, un entrepôt de poissons, sans se poser des questions sur les conséquences, sur ce qui pourrait leur arriver. Vous pensez que quelqu'un qui a mieux que ça peut se permettre ça? Non. Ce qui est en train de se passer, la crise post-électorale, puisque c'est de ça que vous avez souhaité qu'on parle, est en ce moment le révélateur, il n'est pas seulement grossissant, le révélateur réel de la situation sociale camerounaise. Et nous n'avons pas cessé d'interpeller. Quand je dis nous, en tant que citoyens, et participants en ensemble, nous avons dit systématiquement ou régulièrement, on a rappelé régulièrement nos autorités en leur disant faisons attention, réglons les problèmes de désaccord politique, désaccord entre l'opposition et le pouvoir, sur les règles et les institutions électorales. Donc le scrutin n'était que le prétexte? Mais je ne sais pas si ça ne se voit pas, que le scrutin, d'autant que le niveau de mobilisation pour ce scrutin, pour l'une des rares fois, depuis bientôt 1997, la mobilisation autour de ce scrutin, il n'y a aucun bloc politique, en tout cas aucune sensibilité politique, qui a volontairement choisi, par exemple, cette année de boycotter ou de se mettre à l'écart. Si un groupe ou un bloc ou un bloc n'a pas pris part à cette élection, c'est une décision institutionnelle. Je prends l'exemple d'un groupe important comme le MRC. Le MRC a été officiellement absent de cette élection à travers l'éviction de son leader. Mais vous pensez que ceux qui écoutent son leader, ceux qui écoutent d'autres leaders sociaux, qui disent, qui parlent à l'État, qui parlent au gouvernement, qui parlent aux décideurs, mais lesquels décideurs ont l'habitude, ont une tendance lourde de considérer que tout ce qu'ils disent parce qu'ils veulent le pouvoir. Le résultat, c'est ce qu'on voit là. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, les citoyens ont l'impression qu'ils ne sont pas écoutés. Ils sont allés aux élections. Beaucoup sont convaincus qu'ils ont voté pour sanctionner le pouvoir actuel qui ne les écoute pas, ils n'écoutent pas leur leader. Mais ils se rendent compte qu'officiellement, on a décidé, il a été organisé, que c'est le pouvoir qu'ils ont sanctionné qui est reconduit. Ils font quoi? Je dis que je n'agirai pas comme eux, mais j'analyse. Je comprends. Et c'est un regret profond qu'on en soit à perdre des vies humaines autour des questions qu'on aurait pu régler avant. Roland Sapie, si le scrutin n'était donc que le prétexte, pourquoi... Ah non, vous ne m'avez pas entendu. Je n'ai pas dit que le prétexte, que les élections étaient un prétexte pour un soulèvement social. Il y a au fond l'expression d'un mal-être. C'est ce qui est exprimé. Donc, certains Camerounais se sont saisis de l'élection, des revendications post-électorales, pour faire des sorties. Beaucoup le disent d'ailleurs, parmi ceux qui marchent, chacun a sa raison propre. Il y a ceux qui dénoncent le chômage, d'autres que le bailleur a chassé, d'autres qui n'ont pas pu manger, d'autres que les enfants ont été chassés à l'école, faute de moyens, ainsi de suite. C'est pourquoi je dis, si le scrutin présidentiel n'était donc que le prétexte, pourquoi on n'a pas vu tout ça venir un peu plus tôt? Pourquoi la crise n'a pas été, en quelque sorte, étouffée? Peut-être ceux qui dénoncent aujourd'hui? Le micro. Qui aurait dû étouffer? Qui a les moyens d'étouffer cela? Claude a dit peut-être ceux qui dénoncent aujourd'hui. Qui dénonce aujourd'hui? Non, au contraire. Au contraire. Ceux qui dénoncent, en réalité. Non, on a ri un peu, mais c'est quand même dramatique. La situation qui est vécue aujourd'hui, explosive qu'elle est,
ne naît pas hier, après la proclamation des résultats. C'est une situation latente qui couvre depuis longtemps et qui est exprimée de diverses façons, à divers niveaux de vie, par les étudiants, les élèves, les enseignants, le personnel de santé, les conducteurs de moto, de tout le monde. Les artistes. Les artistes, vraiment, s'il y a un domaine qu'on oublie, il faut qu'ils nous excusent seulement, mais c'est bien dans tous les domaines, il y a un malaise qui couvre. Et à un moment donné, les gens ont souhaité faire ce qu'on appelle des mouvements expiatoires, c'est-à-dire pour un peu se dégonfler à travers ce qu'on appelle les marches pacifiques, qui sont réglementées par nos textes, encadrées et autres, les manifestations publiques. Mais même là, c'est étouffé. Et au fur et à mesure que le pouvoir a étouffé cela, l'une des choses qu'il n'a pas perçues, c'est qu'il a empêché aux gens de se faire une culture des manifestations publiques et d'apprendre comment cela se passe. Ça, c'est l'une des erreurs que l'État a constamment commises. Ce qui se passe aujourd'hui là, c'est également en partie parce que ceux qui sont dans la rue n'ont pas la culture des manifestations publiques. Ils n'ont pas, été outillés au fur et à mesure, parce qu'on apprend au fur et à mesure qu'on pratique quelque chose. Or, c'est difficile. Il n'y a pas de manifestation publique autorisée dans ce pays. Sûrement, au fur et à mesure qu'on l'aurait fait, on aurait détecté des erreurs, les points faibles, on l'aurait corrigé progressivement, de telle sorte que si une occasion comme celle-ci se présente, où il y a des contestations sur les résultats des élections, on comprendrait très bien comment on y procède, comment on s'organise. On saurait très bien que pour faire ces manifestations, c'est des manifestations qui doivent d'abord être organisées, encadrées et avec des messages clairs. Je mets quiconque au défi là maintenant de pouvoir regarder ce qui est en train de se passer dans nos rues et nous dire ce que les gens réclament. En réalité. Parce que comme vous l'avez dit tantôt, il y a des gens qui réclament n'avoir pas mangé. D'autres qui sont fâchés parce que le bailleur les a chassés de la maison, ils n'ont pas pu payer. D'autres ont travaillé depuis 2, 3, 4 ou 5 mois. Le salaire n'est pas payé. Pourquoi le salaire n'est pas payé? Peut-être parce que l'entreprise est sous-traitant à réaliser des marchés publics au sein de l'État et l'État n'a pas payé. Soit. Il y a beaucoup de frustration là-dedans. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que la contestation électorale qui, a été, quand vous parlez de celui qui devait étouffer là, ceux qui devaient étouffer, c'est le pouvoir qui ont le devoir d'anticipation. Peut-être pas étouffer, mais calmer, voilà. Ils auraient pu étouffer. Pas étouffer dans le sens de, d'appuyer les gens ou bien empêcher quelque chose de se passer, mais d'éradiquer ou bien de réduire les mécontentements à leur plus simple expression. Cela est possible si l'État était prévoyant et savait qu'il faut tout faire pour ne pas créer des frustrations au sein de la population. Est-ce qu'il y a un minimum de mots, de fléaux de la société qui sont éradiqués? Est-ce qu'on n'est pas en train de leur montrer, même de manière arrogante, qu'on peut piller, allègrement les fonds de l'État et être impuni? Ou plutôt qu'on peut dégager des fonds pour dire qu'on va réaliser des projets pour la Cannes, par exemple. Et puis les gens les siphonnent tranquillement. Les rapports même de la Chambre des comptes, de la Cour suprême, ils sont clairs là-dessus. On ne fait rien. Est-ce qu'au fur et à mesure que le temps passe, il n'y a pas eu des actes, davantage des actes, même pas des paroles, des actions et des comportements de la classe dirigeante qui a amené la population à être frustrée? C'est là où on aurait pu l'étouffer. C'est ce qui peut justifier la cible de ces attaques. On a vu des services incendiés, des maisons de particuliers ou d'élus locaux incendiés également, d'autres bâtiments vandalisés, ainsi de suite. Finalement, tout y passe, en réalité. Déjà, il faut dire que les actes de vandalisme, on les condamne. Nous les condamnons d'abord, de prime abord. Parce que
ça ne sert à rien. Il faut exactement savoir ce qu'on veut. Mais j'étais en train de dire que si on avait l'habitude des manifestations publiques, les gens comprendraient que ce n'est pas en cassant une boutique, encore que le propriétaire de la boutique que vous êtes en train de casser là peut être dans la même situation, sinon pire que vous. Qu'est-ce qu'un magasin qui, normalement, alimente tout un quartier, je ne sais pas, a à voir dans ce que les élections, ou bien les résultats des élections ont été truqués? Qu'est-ce que la station-service a à y voir? On peut, à la limite, essayer de comprendre, sans justifier, qu'ils aillent s'attaquer aux édifices publics, en disant que c'est là-dedans que cela se fait, en portant, je peux dire quoi, une certaine animosité par rapport au contenu, mais en s'en prenant plutôt au contenant, on peut comprendre, je dis on peut comprendre sans justifier, mais de manière globale, il n'y a pas de sens, il n'y a aucune explication à ce que on en arrive à brûler, casser et autres là parce qu'on est en train de faire une revendication. Il n'y a pas du tout d'explication à donner à cela, ni de justification. Il n'y a pas de tolérance. Il faut que cela soit condamné parce qu'effectivement, en le faisant, ils donnent raison ou bien ils légitiment ce qu'on appelle la violence étatique. C'est-à-dire que si le pouvoir aujourd'hui sort avec matraque et autres, ils vont se justifier par le fait qu'il y a eu casse. Et en face, s'il y a des dégâts collatéraux, on n'aura pas à dire cette fois-ci que la police a chargé sur des manifestants sans raison. On leur a donné raison là. Et c'est l'erreur qu'il ne fallait pas faire en réalité. Mais je dis tantôt que comme les mouvements ne sont pas coordonnés, chacun vient maintenant, c'est comme on dit souvent qu'au deuil, chacun sait pourquoi il pleure. Il y a des gens qui sont en train de pleurer que le défunt est parti sans payer leur argent. Il y a d'autres qui pleurent le mari qui est mort, d'autres qui pleurent le père qui est mort, même s'il n'était pas connu. Ainsi de suite. Chacun sait pourquoi il pleure là. Non, dans la rue, de manière vraiment désordonnée, chacun sait pourquoi il est en train de faire ce qu'il y a là. Mais dans l'ensemble, il était question, si, pour revenir à la question initiale, le pouvoir, la possibilité d'anticiper sur les crises, l'État sait comment ça se passe. Parce qu'ils ont des conseillers, ils ont des stratèges, ils ont des cellules de réflexion. Ils font chaque lundi, en tout cas chaque début de semaine, des réunions de sécurité pour parler du pôle dans la ville. Comment est-ce que, et comme Alex disait tantôt, la question qu'il faut se poser parfois, c'est de savoir est-ce qu'ils écoutent, est-ce qu'ils entendent aussi ce que nous autres entendons quand on discute avec les gens dans la rue. Et s'ils entendent, pourquoi ne pas à un moment donné éviter un certain type de choses? Parce que il y a des choses que même vous en tant que parent, ou bien en tant que personne qui dirait un certain nombre de choses de groupe, vous avez l'intention de faire, mais la réaction en face, c'est-à-dire quand vous percevez que le climat n'est pas bon, vous abstenez de le faire pour le moment. Personne ne va mourir. Donc, c'est ce qui aurait pu être fait dans l'anticipation. Pour étouffer justement là. Alex Gustave Azébazé, dans la gestion de cette crise, il y a eu des plaintes sur l'attitude de nos forces de défense, en tout cas nos forces de maintien de l'ordre. Certains estiment, par exemple, lorsqu'il y a eu les premiers décès enregistrés, qu'on n'aurait pas dû utiliser les balles sur des êtres humains, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des irrégularités ou des points sur lesquels on aurait pu mieux faire pour que ça n'aille pas dans tous les sens? Du point de vue du défenseur des droits humains que je suis, oui. J'estime que la position de principe, c'est l'utilisation des armes létales, c'est-à-dire des tirs à balles réelles, est déconseillée, est même prohibée lorsque, comment je le dis, un gouvernement, je dis bien un gouvernement, a en face de lui des citoyens non armés. Des civils. Vraiment, c'est le principe. Maintenant, moi, j'ai remarqué que les forces de sécurité, je prends l'exemple de Douala, étaient extrêmement mobilisées sur les principaux artères de la ville depuis au moins 10 jours. J'imagine qu'ils anticipaient qu'il peut, à l'occasion de la proclamation des résultats des élections, il peut y avoir des contestations. Il devrait même y avoir des contestations. Parce que, rappelons-le, le principal, celui qui est apparu comme étant le principal
challenger du président sortant, président candidat, le président de la République, celui qui a été proclamé. Le principal challenger du président de la République avait depuis le 13 octobre, donc le lendemain de l'élection, déclaré que sur la base des résultats issus des urnes, il se considère comme étant celui que les Camerounais ont choisi dans les urnes. C'était dit, c'était répété. Jusqu'à maintenant, il n'est pas revenu à ce propos, à cette déclaration-là. Donc, il est, à mon sens, compréhensible que... Mais, je ne crois pas que la meilleure attitude pour le gouvernement devrait être essentiellement d'essayer d'imposer par la force le résultat du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que l'édition des institutions électorales. On aurait pu procéder autrement. Moi, jusqu'ici, je ne comprends pas pourquoi, alors que les gens ne manifestaient pas, on a mobilisé autant de troupes et de forces dans la ville de Douala. Je me pose la question. Entre-temps, on a interpellé un certain nombre de soutiens de ce candidat de l'opposition, là, oui. Qui réside dans la ville de Douala. Et qui, de mon point de vue, je ne suis pas sûr que, peut-être que d'un autre côté, pris par un autre bout, on peut se demander, est-ce que si ces gens-là étaient en liberté, dans les passerelles qui existent entre les différents acteurs sociaux, les acteurs publics, peut-être que eux, en prenant la parole, peut-être aujourd'hui, peut-être qu'ils seraient peut-être pas plus écoutés que ceux que les gens considèrent, en tout cas que les manifestants, parce que ne perdons pas de vue que la base de la manifestation, c'est qu'il y a contestation des résultats des élections tels qu'il est apparu depuis les commissions départementales. Et sur la base de ces contestations, il y avait des dispositions, des mesures qui avaient été prises un peu plus tôt. Avant la proclamation des résultats. On a vu des préfets, sous-préfets interdit les manifestations. Or, dans cette ville de Douala, et c'est pour ça que l'affaire de Newbel me fait mal, parce que c'est une ville de cœur pour les gens comme nous. Un arrondissement. Oui, c'est un arrondissement de la grande ville de Douala. Je n'ai pas compris comment, au moment où un arrêté du préfet du Vouri, interdisant toute manifestation dans la ville de Douala, il y a eu une manifestation à Newbel. Des partisans du président qui disaient manifester pour soutenir, je ne sais pas quoi, la victoire du président. Alors que précisément le président avait perdu à Newbel. Moi, j'aurais compris quand même que peut-être dans la vantardise, les gens manifestaient dans leur quartier en disant que non, nous, au moins si c'est quand même là, on a voté le président. Mais le président avait perdu. À toi la deuxième. Or, on a... Je me demande si ce n'est pas de l'insouciance. Je ne sais pas si quelqu'un n'a pas piégé quelque chose à Douala deuxième pour donner une mauvaise réputation à cet arrondissement que je connais en tout cas pendant les années antérieures. Ils ont fait preuve d'un civisme extraordinaire. Moi, j'ai participé à des activités, j'ai couvert des activités à Douala deuxième où on parlait des marches de l'unité, des événements pacifiques quand il y avait, par exemple, en 2008, quand il y a eu les émeutes. Newbel a été l'un des quartiers qui était les plus tranquilles de la ville de Douala. Ces élites avaient un certain nombre d'attitudes, ils parlaient aux populations, les réunissaient et leur parlaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bien avant, le quartier était calme. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que je dis, et qu'il faudra, c'est une piste qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas perdre de vue, que dans ces affaires, dans ces tensions-là, il ne faut pas exclure la thèse des règlements de comptes politiques internes dans les partis politiques et en particulier le parti au pouvoir. Parce que, rappelez-vous qu'on a procédé au Cameroun, et c'est le président de la République qui l'a fait, à l'inversion du calendrier électoral. Il était prévu des élections municipales et législatives avant l'élection présidentielle. Le président a, en reportant ou en inversant le calendrier, a renvoyé les élections législatives et municipales après la présidentielle. Et maintenant que la présidentielle est passée, les guerres internes à un parti qui considère que son rôle est de gagner des élections, que les Camerounais le votent ou non, c'est souvent violent dans les espaces contrôlés par les élites et les cadres du parti au pouvoir, le RDPC. Est-ce qu'à Douala deuxième, on ne se trouve pas dans un tel cas de figure où le feu a été soufflé, on voit ce qu'on a vu là, la résidence du maire de Douala deuxième a été mise en feu.
Le cercle municipal où nous, moi je suis beau-fils de Douala II, où nous faisons l'essentiel de nos activités, a été mise en feu. Douala II est quand même la commune la plus aménagée de l'ensemble de la ville de Douala. C'est-à-dire que si on pouvait parler de bilan, rien n'explique que ce qui s'est passé à Douala II se passe. Donc, moi je dis, il n'y a pas plus de raison que les gens soient fâchés à Douala II contre les autorités qu'à Douala 5e où nous sommes, ou à Douala 1er qui est dans l'état auquel que chacun de nous, ou à Douala 3e. À Douala 4e. Mais il y a contraste dans l'ampleur. Les gens, moi je regarde les choses avec beaucoup de froideur. Je n'y mets pas l'émotion. Je me pose des questions et il va falloir que les autorités enquêtent véritablement. Parce qu'il ne faut pas laisser l'ombre pour la proie. Il faut qu'ils recherchent comment je le dis, les causes profondes de ce qui s'est passé. Je parle de Douala II parce que nous sommes, vous avez un média qui est basé à Douala, vous pouvez aller vérifier sur place pour voir que ailleurs, on a aussi l'impression que au-delà de... Moi, j'ai remarqué par exemple que les stations-service, moi j'ai vu les stations Neptune, les stations Bocom et Tradex être attaquées. Certains disent que c'est des symboles des inégalités qu'il y a dans ce pays. Mais je constate que l'État du Cameroun a pris des dispositions pour protéger les stations de service, comment je le dis, d'un marketeur français, étranger. Pourquoi ne l'avoir pas fait pour les stations-service appartenant aux Camerounais? Pourquoi ne l'avoir pas fait? J'estime que la priorité d'un gouvernement national doit être de protéger les biens, au-delà des critiques que souvent je formule sur l'origine des ressources mobilisées pour investir dans des secteurs économiques. J'estime que quand des Camerounais investissent, c'est suffisamment rare pour qu'on les laisse à la merci des, comment je le dis, des pilleurs, s'il y a lieu qu'il y ait des pilleurs. Et nous, ce que nous disons sur ce plateau, on ne le dit pas pour dire que, de toutes les façons, ce qui est arrivé, c'est bien fait pour notre gueule. Nous le disons pour dire l'État du Cameroun doit sortir de comment je le dis, de ce mindset qui veut qu'il protège soit ses partisans, ou couvre ses partisans dans un certain nombre de choses qui sont répréhensibles, protège un certain nombre d'intérêts étrangers. Je sais que dans les accords internationaux, il faut protéger les biens économiques, ou bien en tout cas les biens économiques des investisseurs étrangers dans vos pays, mais ça ne peut pas se faire à l'exclusion des investisseurs nationaux. Et moi, en tant que Camerounais, je suis mal de voir que les biens économiques camerounais, surtout qui ont la même configuration qu'un certain nombre de biens économiques appartenant à des étrangers, ont subi des dégradations sans que les forces camerounaises n'aient pris des dispositions pour les protéger. Et là, vous avez brièvement répondu également à la question adressée à Roland Tsapi tout à l'heure sur le choix de la cible de ces attaques-là. Alex Gustave évoquait tout à l'heure les pertes. Roland Tsapi, lorsque des stations-service sont attaquées, lorsque des boulangeries sont pillées, lorsque des édifices publics sont vandalisés, qui perd finalement? D'abord l'État du Cameroun. D'abord l'État du Cameroun parce que les investissements qui sont faits, que ce soit par des particuliers, que ce soit par des collectivités, que ce soit par des multinationales et autres, contribuent à faire tourner l'économie nationale, emploient les jeunes, payent des impôts à l'État et plus ou moins participent à des œuvres sociales. Quand ces structures-là sont détruites de cette façon, parfois ce sont des structures qui ont été financées sur des prêts bancaires. C'est-à-dire qu'une banque commerciale, certes, a pris des épargnes d'autres Camerounais qui se débrouillent et a investi dans ce projet-là qui est aujourd'hui détruit et dont la créance devient douteuse, plus ou moins. Et si la banque n'arrive plus à être liquide parce que il y a eu, vous savez très bien qu'en période de crise, en période de guerre et tout cela, aucune assurance ne marche plus. C'est-à-dire que ça, on est dans des conditions où une structure qui a été endommagée de cette façon, même si elle avait souscrit à une assurance, il va avoir beaucoup
de problèmes à indiquer qu'il devrait avoir un quelconque dédommagement. Ça veut dire que effectivement, c'est des situations où l'État devrait prendre conscience de ce que c'est lui, et quand on dit l'État, on s'agit de qui? De ceux qui sont en charge de la gestion de cet État, de ceux qui ont, comment dire, la mission, la responsabilité. Parce que l'État fonctionne comment? Au départ, on a délégué la souveraineté du peuple à une personne pour gérer un certain nombre de choses, le président de la République. Mais lui, ne pouvant pas tout faire seul, a également disséminé ses responsabilités auprès d'un certain nombre de personnes qui sont les membres du gouvernement, les directeurs d'entreprises, des sociétés publiques et tout ça. Évidemment, de manière horizontale. Et c'est justement à cela de savoir quelle est leur mission, c'est de la protection de l'État dans la constitution de ses biens, de ses hommes et de ses finances en même temps. Et quand c'est atteint, forcément, c'est l'État sur le plan macro qui paye. Évidemment, il y a les propriétaires de ces structures-là qui se retrouvent dans des situations inconfortables désormais. Ils perdent. Et il ne faut pas voir dans les pertes seulement du matériel ou bien de l'argent qui est perdu. Il y a une dimension qu'on néglige la plupart du temps. Laquelle? La dimension psychologique. Vous savez combien de personnes peuvent aller se suicider du simple fait que sa seule boutique dans laquelle il comptait pour faire tout a été incendiée. Mais il pique une crise et il se suicide. Là, c'est déjà une vie humaine qui est perdue. Ça suppose quoi? Qu'en temps normal, je ne sais pas si c'est le ministère de la Santé ou bien lequel, on devrait déjà avoir mis, avec ce qui est en train de se passer, sur pied une cellule psychologique d'encadrement de toutes les victimes, volontaires ou pas, pour essayer de les contenir. Je vous dis, il y a des dégâts collatéraux. Quelle que soit la nature des pertes? Bien sûr, parce que l'impact est le même. Du moins qu'on passe. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas limiter les pertes au matériel, ni à, aux biens meubles et immeubles qui sont détruits, ni à l'argent qu'on aurait perdu. Non. La vraie perte à ce moment-là est mentale. Parce que quelqu'un se retrouve dépaysé, découragé, voit ses investissements pendant des années et des années. Il faut être d'un mental très fort, comme le propriétaire du groupe Bocom que j'ai vu là. Il a fait une communication pour dire qu'il remercie ceux qui ont protégé les investissements et qu'il est conscient que ceux qui ont détruit le peu qui a été détruit l'ont fait parce qu'ils ont faim et n'ont pas de travail. Et qu'il continuerait à faire des efforts pour investir, pour à son niveau faire ce qu'il peut faire pour résorber le chômage. Mais il faut avoir atteint un niveau non seulement d'aisance matérielle, mais de confort mental pour pouvoir réagir de cette façon-là. Un autre serait sorti pour commencer à insulter des gens. Donc, les pertes, on ne peut pas les estimer. On devrait plutôt les surestimer et faire en sorte qu'effectivement, on ne se limite pas à penser que c'est la maison ou c'est la rue qui a été perdue, et voir au-delà de cela et faire pour reconstruire déjà. Parce qu'il faut qu'on reconstruise l'humain. Avant la reconstruction, Roland Tsepi, est-ce que ceux qui détruisent même ne perdent pas aussi? Sauf qu'ils perdent, mais ils sont inconscients dans ce qu'ils sont en train de faire. Malheureusement, c'est à ce niveau-là qu'il faut voir la chose. Ils sont inconscients. Honnêtement, on ne va pas revenir sur les causes profondes de ces attitudes, de ces comportements. Parce que ce qui est en train de se voir dans la rue aujourd'hui, c'est un peu comme ces gens qui partent à la mort volontairement. Parce qu'ils se disent qu'ils n'ont plus rien à perdre. D'ailleurs même, c'est-à-dire on leur a enlevé tout jusqu'à la dignité. Vous pensez que quelqu'un qui a une dignité peut aller dans une poissonnerie, prendre 2 poissons comme ça, il est en train de marcher en route avec ça. Mais il n'a plus de dignité du tout. Pour lui, c'est là où la mort, il n'a rien d'autre que ça à faire. Vous voyez quelqu'un qui est en train de marcher en route avec 3 bouteilles de gaz, c'est-à-dire qu'en temps normal, il faut être suffisamment solide pour soulever une seule bouteille. Bon, je ne sais pas si ces bouteilles étaient pleines ou pas, mais déjà quelqu'un qui emporte 3 comme ça, en train de marcher allègrement, vous comprenez qu'il n'a pas de dignité, mais il n'a pas honte parce qu'il n'a plus honte. C'est comme s'il est en train de dire que la misère dans laquelle je suis là, il n'y a rien qui puisse me faire, je n'ai plus de dignité. Et on devrait justement, au-delà de réprimer les actes physiques qui sont en train d'être posés, se poser la question de savoir comment est-ce que l'humain
en est arrivé là. On est arrivé à ce niveau d'animalité où il n'a plus de dignité, il n'a plus il n'a plus honte de poser des actes aussi ridicules à la limite. Ça, c'est des choses qu'il faut voir au fond. Alex Gustave veut réagir. Je voudrais non pas relativiser ce que Hollande dit, mais je voudrais rappeler que si on ne resitue pas comment je vais dire, toutes ces choses-là, dans les effets d'un moment politique particulier. Je rappelle que on a trouvé le moyen dans ce pays de qualifier les tensions de 2008 des maîtres de la faim. Alors que tout le monde sait que le déclencheur, c'était le projet de révision constitutionnelle pour faire sauter le verrou de la limitation des mandats au Cameroun. Si nous ne faisons pas attention, on va entretenir le narratif selon lequel tout ce qui est en train de se passer là, c'est parce que les Camerounais sont insolents, ils sont fins, ils sont mal élevés. Mais non. Il se trouve qu'il y a une absence terrible de dialogue écoute, entre les gouvernants et les gouvernés. Et parce qu'ils n'ont aucun moyen, on l'a dit au début, et il faut insister. Sinon, le gouvernement, j'espère que cette crise va, quand je dis la crise politique qui est à l'intérieur, va rapidement se résorber et qu'un remaniement va être fait pour vider le gouvernement de tous ces gens qui narguent les Camerounais avec les... Vous voyez très bien comment les gens ont s'aborder les intérêts publics, mais c'est eux qui vous donnent des leçons. C'est eux qui disent, c'est eux qui vous traitent les Camerounais de gens aigris, jaloux, inciviques. Et ces gens-là, des gens sont assis dans leur famille, dans les quartiers, ils voient comment leurs parents ont vendu, et en tout cas, ont tout hypothéqué pour pouvoir les envoyer à l'école. Ils en sortent, ils n'ont pas de boulot. Il y en a qui sont obligés, malgré ces formations-là, de prendre la route du désert. Donc souvent, ils n'en sortent, ils n'en reviennent pas. Ils n'en viennent pas. Il y a une image il y a des images qui m'ont fait froid au dos et qui m'ont amené à comprendre que le mal-être des Camerounais est à un tel niveau où je vois des gens qui sont en face des chars. Il y a des chars dans la ville d'Ouala, vous avez vu? Oui, il y en a. On leur dit, quelque temps auparavant, il y a des gens qui sont tombés. C'est comme s'ils n'entendent pas. Ils foncent, ils avancent. Ils font des manifestations. Vous voyez les gens qui se lèvent. Nous, on a manifesté en 87, en 92, en 92. Nous n'avions jamais pu avoir le genre de courage que je suis en train de voir sur les enfants là. On me dit que c'est des enfants que les parents n'arrivent pas à retenir à la maison. Vous, quels sont les parents qui peuvent retenir un adulte de 22, 23, 25 ans qui a fini ses études supérieures, il traîne là au quartier, il ne fout rien. Voilà le vrai problème. Il y a une telle déshérence sociale dans ce pays, et particulièrement dans une ville comme toi là, Yaoundé peut-être un peu, et dans les villes universitaires, si on ne fait pas attention, à chaque événement, comment je le dis, échéance politique importante, où les citoyens se disent que c'est le moment pour nous de nous exprimer démocratiquement pour dire à ce gouvernement qui ne nous écoute pas que nous ne l'acceptons pas. Mais tant qu'ils ont l'impression que leur voix n'est pas écoutée, elle n'est pas écoutée au quotidien quand ils se plaignent à travers leurs organisations sociales, syndicales ou civiles, ou même les partis politiques. Parce que les partis politiques, il y en a 300 dans ce pays. Imaginez que chacun des 300, il y en a 311, 380. Imaginez que chacun des 300 partis n'est que 10 000 militants. Pardon, n'est que 10 militants chacun. Et carton, peut-être les 2, 3 qui ont entre 2 000, 3 000, 5 000 militants, parce que l'histoire du RDPC qui dit qu'il a 1 million de militants, là, il ne faut pas croire. Ça fera au moins 10 fois 300, ça fait au moins 3 000 personnes. Ces 3 000 personnes-là, ils répondent d'eux. Il y a des gens qui répondent d'eux, qui les écoutent, qui entendent comment ils leur disent tous les jours, nous sommes méprisés par nos vis-à-vis politiques qui sont au gouvernement. Et du coup, on a l'impression que dans ce pays, notre système, il s'est bâti un système où l'arrogance des gens qui sont en responsabilité gouvernementale est telle que si vous ne vous retenez pas, et si nous les parents, nous, à notre âge aujourd'hui, on se retient,
Que les gens ne pensent pas que nos enfants, les enfants en tout cas vos enfants, vous retenez parce que vous êtes journaliste assis là derrière ce micro. Mais je ne suis pas sûr que si vous étiez au quartier et que vous n'aviez pas la possibilité de sortir chaque matin pour venir travailler avec M. Tchapi, vous retiendrez. Moi, je vois des filles qui nous disent, monsieur, votre discours que vous racontez là, c'est pour vous. Nous nous battons pour leur dire, abstenez-vous de sortir si ce n'est pas essentiel. Moi, j'ai donné des conseils dans ma famille. Que ne sortez que si vous avez une contrainte d'aller à l'hôpital ou d'aller dans la boutique du voisin. Sortez muni de votre pièce d'identité. Ou sortez muni de vos pièces d'identité. Mais quand vous avez dit ça, là on est en train de mettre la pression sur les enfants, de rentrer dans la salle de classe, dans les facultés des universités, des facultés de médecine. Mais ces enfants-là, quel est leur état psychologique? Pour ceux qui sont avec leurs parents. On a vu ce qui s'est passé aujourd'hui dans le département du Mungo, du fait d'une rumeur qui a circulé comme quoi des Ambazoniens seraient dans la ville. Des enfants sont sortis des salles de classe. Bah oui. Les parents sont sortis des maisons, des lieux de service pour aller récupérer leurs enfants. Et ce qui explique un peu la psychose dans laquelle les uns et les autres sont plongés. On va sortir de l'émission. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que nous étions avec Alex Gustave Zébazé, senior journaliste, défenseur des droits humains, et Roland Tsapi, éditorialiste chez Balafon Média. Merci. Nous appelons le gouvernement et l'opposition à dialoguer pour ensemble donner un mot d'ordre et les Camerounais, peut-être ça va apaiser les Camerounais. Parce que si on croit que chacun va être de son côté et imposer ses vues, le gouvernement a l'armée, mais je ne crois pas que ça va régler tous les problèmes. Et c'était également le message de Aimé Sadou, membre de la société civile qu'on a eu au téléphone à l'entame de cette deuxième partie de Tribune présidentielle. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée en compagnie de nos programmes. Rendez-vous demain à 19h30 sur Balafon Télévision et 20h sur Radio Balafon.